Démarre. Donc, dernière partie de la matière. On parlait d'équations différentielles. Et la semaine passée, j'ai passé 2 heures à tenter de justifier pourquoi c'était intéressant d'étudier les équations différentielles. Donc il y avait une histoire de papillon, tout ça. Le résumé en termes de maths du cours de la semaine passée, c'était il y a une définition, une équation différentielle ordinaire. Ordinaire, ça vient d'un... Pardon, Myriam, tu as une question. Tu dis les questions d'examen seront de type séminaire. Oui. Donc ça, vraiment, chaque année, je fais la même chose. Il y a plusieurs questions qui sont issues, parfois telles quelles, parfois maquillées, mais issues des travaux pratiques. Alors si l'examen se fait en ligne, il n'y aura pas de questions que je copie-colle des travaux pratiques. Si l'examen se fait en vrai, il y aura des questions que je copie-colle des travaux pratiques. Donc si l'examen se fait en vrai, votre premier réflexe c'est de parcourir les énoncés et de chercher l'examen que vous connaissez déjà. Mais si l'examen se fait pas en vrai, vous devriez pouvoir reconnaître les questions, mais après un petit peu de travail. Alors Mariam qui vient d'arriver à 13h20, est-ce qu'il y aura un examen blanc? Oui, il y aura un examen blanc, j'en ai pas parlé d'ailleurs. Je vais peut-être rajouter ça ici. Il y aura un examen blanc. Et l'examen, il y aura un examen blanc. L'examen blanc aura lieu en décembre. J'attends de savoir, j'attends de savoir sous quel format on vous examinera avant de décider de sous quel format je vous examinerai en blanc. Voilà. Et Guest qui me dit est-ce que vous allez faire un live? Oui, moi je fais mes TP live le mercredi après-midi. Vous venez pas. C'est comme vous voulez. C'est très très chouette les TP du mercredi. Je suis complètement explosé de fatigue, je dis que des bêtises. Ok, donc une équation différentielle ordinaire, pourquoi ordinaire? Parce qu'il y a il y a d'autres équations différentielles, les équations différentielles stochastiques, les équations différentielles, équations dérivées partielles, les équations, voilà. Il y a toute une famille d'équations différentielles, et ne fût-ce que dans les équations différentielles ordinaires, c'est un sujet absolument immense. Donc nous, on va étudier les équations différentielles ordinaires un tout petit peu. Une équation différentielle ordinaire, ce n'est rien d'autre qu'une relation qui lie une variable dite libre ou indépendante, une fonction et des dérivés de cette fonction. L'ordre d'une équation différentielle, c'est le plus grand n tel que la dérivée nème de la fonction apparaît dans l'équation. Donc ici on avait donné quelques exemples. Équation différentielle d'ordre 0, équation différentielle d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 7 visiblement. Une fois de plus, j'insiste comme la semaine passée qu'il faut faire attention au contexte. On n'est pas en seconde, enfin je veux dire, vous n'êtes plus dans votre cours du secondaire où toujours x c'est la variable et y c'est toujours x c'est l'ordonnée, l'abscisse pardon, et y c'est l'ordonnée. Ça peut changer. On attribue le nom aux variables en fonction de leur utilité. Et donc dans mon exemple précédent, la variable libre c'était le temps t et la fonction c'était n parce que c'était un nombre donc n de t. On pourrait imaginer, donc par pure perversité, ici je vous donne un exemple où la variable c'est y et la fonction c'est x de y. C'est perturbant, mais ça ne doit pas vous perturber outre mesure. C'est pas grave, c'est comme ça. Et alors on avait raconté le fait que résoudre une équation différentielle consiste à déterminer toutes les solutions, donc toutes les fonctions qui satisfont l'équation. Alors, par exemple, on avait fait cette équation-ci, mais je vais la refaire parce que je trouvais ça... Il y avait une petite question intéressante là-dessus. Donc on est page 97. Si je prends l'équation y'' égale 2, quelles sont toutes les fonctions dont la dérivée troisième vaut 2? Toutes ces fonctions-là doivent être telles que leur dérivée seconde doit valoir 2x plus c. Est-ce que c'est clair pour... Est-ce que c'est juste déjà? Je crois que c'est juste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si la dérivée seconde vaut 2x plus c, la dérivée première vaut 2x carré sur 2 plus cx plus d. Et là, je crois que vous m'autorisez à f... Ah zut. Voilà. Vous m'autorisez à effacer le 2. Donc là, je crois qu'on est toujours d'accord. Je vois des oui. Si la dérivée première vaut x carré plus cx plus d, la dérivée, la pas dérivée, la fonction elle-même, vaut x cube sur 3
plus c x carré sur 2 plus dx plus e. Et ce que j'avais fait la semaine passée, mais un peu brutalement, c'est que j'avais renommé ce gars-ci. Je vais l'appeler C. Et l'idée, c'est que quand je relis ceci, ce que je sais, c'est que toutes les fonctions qui sont de cette forme-ci, donc C et D et E sont des constantes arbitraires, toutes les fonctions de cette forme-là sont telles que leur dérivée troisième vaut 2. Prenez n'importe quelle valeur de C, n'importe quelle valeur de D, n'importe quelle valeur de E, la dérivée troisième de ce truc-là vaut 2. Ça va? Et donc ceci, c'est la solution générale de l'équation que je vais appeler star. Tout le monde est OK avec ça? Ça m'a l'air, super. Alors, si je reviens dans ma définition, souvent ce qui nous intéresse, ce n'est pas spécialement la solution générale, mais plutôt une solution... j'écris trop mal. Une solution qui satisfait certaines conditions particulières. Pensez en physique. En physique, vous avez des équations du mouvement et vous cherchez la solution qui est telle que la vitesse initiale vaut machin et la position initiale vaut machin et l'accélération initiale vaut machin. Résoudre ça, c'est trouver la solution qui satisfait les conditions initiales de votre problème. Et donc, déterminer une solution, une solution qui satisfait certaines conditions, c'est ce qu'on appelle une solution particulière. Par exemple, si je dis, tiens, quelles sont toutes les solutions de l'équation y' égale 3x, bah, ça, c'est pas très compliqué de dire que la solution générale, c'est 3 demi x carré plus, appelons ça a. Donc ce que je raconte ici, j'espère que c'est clair pour tout le monde, c'est que toute fonction de cette forme-ci satisfait cette équation-là, et toute fonction qui satisfait cette équation-ci doit être de cette forme-là. Et donc là, on a bien la solution générale de cette équation-ci. Pour tout a, j'ai une solution. Maintenant, si je me dis, tiens, quelle est la solution qui a que en 0, ça vaut 2, par exemple. Donc là, maintenant, j'ai un problème, c'est ce qu'on appelle un problème de Cauchy, mais c'est un détail pour vous. Donc si je cherche parmi les solutions ici, celle qui en 0 vaut 2, bah, c'est pas très compliqué de dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Il faut donc que y de 0 vale 2. Bah, si je remplace x par 0, ça n'arrive que si a vaut 2. Et donc ma solution particulière, c'est celle-là. Cette fonction-ci satisfait ça, et cette fonction-là satisfait ça plus ça. Ça va à tout le monde? Parfait, je vois des oui toujours. Si je reviens en arrière, bah ici pour celle-là, pour trouver une solution particulière, j'aurais besoin de 3 conditions. J'aurais besoin d'une équation pour trouver le C, une équation pour trouver le D et une équation pour trouver le E. Donc par exemple pour celle-là, j'aurais besoin de 3, voilà c'est ce que j'ai marqué ici, j'aurais besoin de 3 conditions différentes pour déterminer une solution particulière unique. Bon, maintenant qu'on a ça, bah en général vous croyez bien que résoudre une équation différentielle, c'est pas bêtement intégré. Donc c'était une discussion qu'on avait la semaine passée avec je ne sais plus qui me disait, oui mais alors j'ai qu'à faire des manipulations machin et j'intègre et j'ai la solution générale. Et je crois que il ou elle avait plus ou moins raison, mais en général c'est compliqué, donc c'est pas bêtement intégré. Et on va voir deux types. Donc dans la suite, je dois rien écrire, je crois que ça sert à rien. Dans la suite, on va avoir deux. Donc ce que j'ai déjà dit la semaine passée, c'est qu'il y a
il y a une infinité il y a une diversité très 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 grande dans les équations différentielles qui existent. Ces types d'équations différentielles sont issus des... Donc en fait on est dans le monde des mathématiques appliquées ici. Même si ça peut paraître très théorique, ce sont des mathématiques appliquées. C'est en général des biologistes, des chimistes, des physiciens ou des financiers qui viennent chez des matheux en disant bah voilà le type de modèle dont j'ai besoin, j'ai un phénomène qui ressemble à ça, voici le type d'équation que j'imagine, qu'est-ce que le matheux peut dire aux physiciens, aux biologistes, aux médecins, enfin voilà, donc on est dans le monde des... Ouais, c'est vraiment plutôt des mathématiques appliquées. C'est plutôt des maths d'ingénieurs. Donc si vous avez des frères ou sœurs qui font ou des parents qui sont ingénieurs, bah, ils ont bouffé des équations différentielles à n'en plus finir. Et c'est très compliqué. Je l'ai déjà dit la semaine passée, il y a moyen de passer une vie entière à étudier les équations différentielles. Dans le cours que je donne au Luxembourg, j'ai 60 heures de cours à donner sur les équations différentielles ordinaires d'un type spécifique. Donc c'est juste délirant comme c'est compliqué. Et donc ici avec vous on va voir deux types les deux bases en fait. Le premier c'est équation différentielle ordinaire à variables séparées et le deuxième c'est équation différentielle ordinaire linéaire. Et après, il est quelle heure? 13h30. En fonction du temps qu'on aura à la fin de tout ceci, on verra peut-être une petite méthode de résolution graphique qui est mignonne. Si on ne la voit pas ensemble, vous la verrez en TP. J'ai demandé aux assistants s'ils étaient d'accord que j'annule cette partie de la matière. Ils ont dit oh non, c'est chouette. Donc voilà, c'est chouette. Il y a une question. Il n'y a pas de question. Alors on y va. Donc si vous avez des parents qui sont profs d'UNIF ou profs de maths pointilleux, ou ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec des gens. Il y a des gens qui m'aiment pas. Parfois je sais pas pourquoi, parfois je sais pourquoi. Et on est déjà venu me reprocher la façon dont j'enseigne ceci parce que ce que je fais, c'est vaguement faux. Mais je m'en fous. Donc je vais faire des petits... Je vais tricher en fait. Je vais un peu tricher dans ce que je vais faire avec vous. Et donc je vais cacher sous le tapis toute une série de choses qui sont compliquées. Et mon but c'est que vous ayez un peu de feeling sur la façon dont on résout ceci. Et pour vous donner le feeling en 3/4 d'heure, je vais ignorer certaines difficultés. Si jamais à la lecture de ceci et des différentes résolutions, vous avez des questions plus profondes qui vous viennent, s'il vous plaît, contactez-moi et on en discute, ça me fait plaisir. Une autre personne avec qui vous pouvez discuter, c'est l'assistant Alain Baudouin. Il est hyper fan de tout ça, il est hyper pointilleux, et donc lui je crois qu'il fait partie des gens qui ne sont pas trop d'accord avec ma manière de faire. Mais moi j'aime bien, donc je vais faire ça comme ça quand même. Je me suis disputé avec des collègues là-dessus parce qu'ils disent ouais on peut pas faire ça comme ça. Bon, moi je fais comme ça quand même. Donc voilà. Alors l'idée c'est qu'on va regarder deux familles d'équations différentielles. Et la toute première, c'est celle qui est à la base de tout. C'est ce qu'on appelle les équations différentielles à variables séparées ou encore équations différentielles séparables. Et l'idée c'est que vous partez d'une équation différentielle d'ordre 1. Donc c'est ceci. Donc c'est quelque chose qui mélange une variable x et pardon, j'ai oublié quelque chose dans l'histoire. C'est une relation qui mélange une variable x et une fonction y et sa dérivée, une relation de cette forme-ci, qui peut se réécrire après transformation sous la forme y' d'un côté est égal à une certaine fonction de y fois une certaine fonction de x. Donc c'est vraiment très 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 vague. Hein. On a une forme comme ceci qui peut se transformer en quelque chose qui ressemble à ça. On va peut-être faire quelques exemples. Si j'ai y' est égal à cosinus de xy, ça c'est pas séparable. Pourquoi? Parce que je n'arriverai jamais à sortir le x et le y d'un côté. J'arriverai pas à réexprimer ça comme une certaine fonction de y fois une certaine fonction de x. Par contre, si j'ai ceci, ça c'est bien séparable. Parce que j'ai bien une certaine fonction de x tout seul et une certaine fonction de y tout seul.
Si j'ai ceci, non, ça je vais pas faire, je vais faire ceci. Voilà. Si j'ai ça, bah oui, ça c'est bien séparable. Je sais pas si vous le voyez. J'ai la partie en Y que je peux mettre là, en divisant, et puis j'ai la partie en X. Ça va? Et donc une équation différentielle est séparable si on peut séparer. D'un côté on met tout ce qui est en Y', et de l'autre côté on met tout ce qui est en Y et en X, mais séparé. Donc ceci par exemple, ça c'est pas séparable. Ok, bah, vous voyez le principe. J'espère. Tout le monde voit le principe? Oui. Et donc comment est-ce qu'on résout ça? Bah, quelque part il y a trois étapes à connaître et à appliquer. Et ces trois étapes fonctionnent toujours. Et ça fonctionne encore mieux quand on a Wolfram Alpha. La première étape, c'est de dire je vais regarder toutes les solutions constantes. Donc toutes les solutions de cette équation-ci qui sont de la forme y est constant. On va peut-être faire un exemple. Si je prends l'équation si je prends ceci, j'en fais une compliquée que juste pour illustrer, j'en fais une compliquée. Voilà. Ceci, c'est bien une équation différentielle séparable. Je ne vais pas la résoudre après parce que c'est une équation différentielle compliquée, mais elle est bien séparable. Je peux la réécrire sous la forme y' est égal à y carré moins 2y fois cosinus de y fois excusez-moi, fois x carré plus 2. Donc tout le monde est à l'aise pour le passage d'ici. Oui, je suppose que vous êtes à l'aise pour le passage d'ici à ici. Vous avez quand même réussi l'examen d'entrée. Du coup, la question qu'on se pose pour l'étape 1, c'est quelles sont les valeurs y est égale à constante, telles que ceci. Alors, je sais pas si vous avez... Attends, Cyrine, tu dis... Oui, tout à fait, pardon. Donc pourquoi ceci n'est pas séparable? Parce que tu n'arriveras pas à réécrire ceci comme une certaine fonction de y fois une certaine fonction. Tu n'arriveras pas à séparer le cosinus. D'accord? Cosinus de x fois y n'est pas égal à quelque chose qui dépend de y fois quelque chose qui dépend de x. Mais tu as raison, c'est que c'était peut-être pas un top choix de premier exemple. Alors, est-ce que vous comprenez la question? On cherche maintenant les valeurs, par exemple, quelles sont les constantes qui vont faire que ceci est effectivement égal à ceci? Si y est égal à constante, clairement, si y est égal à une constante, j'espère que c'est clair, la dérivée vaut 0. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc on cherche une constante y qui va faire que 0 est égal à la constante ici, donc c'est bien séparable, hein, donc c'est bien fois x carré plus 2. Quelqu'un a une idée de quelle valeur de y on pourrait mettre ici qui va faire que ça est égal à 0? Oui, on va mettre tout à fait. Donc on cherche y tel que ceci est égal à 0. Y est égal à 0 est un très bon choix. Tout le monde le voit? Pardon, j'ai oublié mon carré.
Si je remplace y par 0, j'ai bien 0 moins 0 fois des trucs, mais ça fait 0. Un autre exemple de valeur? Trop de trucs d'un coup. Widad, tu dis 2, je suis tout à fait d'accord avec toi, je sais pas si tout le monde le voit. Si y vaut 2, ça fonctionne aussi. Parce que si y vaut 2, bah, j'ai 4 moins 4. Et donc, Elisabeth, on fait quoi? Bah, on fait rien, c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on fait rien avec le x carré. On cherche quelque chose qui dépend de y qui va annuler cette partie-ci. Et si ça vaut 0, bah, ça fois ça fera 0. Et ça sera égal à 0 pour tout x. Faut que ce soit vrai pour tout x. Et donc pi demi, bah oui, tout à fait, pi demi va fonctionner aussi. Et en fait, si vous... Donc Mohamed, je crois que c'est ça que tu veux dire avec tes 3 étoiles. Toute valeur, ça va être quoi, toutes les autres? Il y en a plein, hein, il faut juste annuler le cosinus. Donc pi demi, oui, ça on l'a déjà dit. Oui, c'est ça. Donc en fait, y est égal à... Vous avez une écriture propre de ceci? Comment est-ce qu'on écrit tous les multiples qu'il faut de pi demi? Vous avez vu ça au secondaire? Oui. Donc pi demi plus 2k plus k pi. Pas 2k pi. Tu veux aussi autoriser les demi-tours. Donc plus k pi. Ou encore, on peut écrire ça comme pi demi fois 2k plus 1 avec k qui est entier. Ça vous va? En faisant ceci, je vous rappelle ce qu'on a fait. On a cherché toutes les solutions constantes de l'équation. On a cherché toutes les fonctions. Donc attention, intuition. Si je définis la fonction y de x est égale à 5 pi demi pour tout x, bah c'est une solution de star. Pourquoi? Bah parce que ceci est alors vrai pour tout x. Ça va? Mademoiselle Krivine, je suis nul, j'ai oublié votre prénom. Sinon je t'appellerai bien, mais donc oui, j'oublie le 2. Mais je vais pas t'appeler par ton nom de famille. Chérine. Ouais, non, mais... Merci. Alors, je vais l'écrire. Alors, Mohamed, mais la fonction de y n'a pas de variable. Est-ce que x... Oui, ici, il est sous-entendu dans cette écriture-là que la variable libre, c'est x. Ok? Sinon, ce serait pas une équation différentielle ordinaire. Donc c'est sous-entendu. Enfin, plutôt ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a résolu une partie de la question, et pas toute la question. On a trouvé toutes les solutions constantes. La deuxième étape de la résolution, c'est de trouver toutes les solutions non constantes, ce qu'on appelle la solution générale. Et pour trouver les solutions non constantes, ce qu'on fait, c'est ça que quelqu'un disait la semaine passée, c'est qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les variables, on met tout ce qui est en y d'un côté, et tout ce qui est en x de l'autre, et on utilise les formules d'intégration. Et donc vous savez intégrer, pas ici, donc ça c'est l'étape 1, où est-ce que je suis? Donc ça c'est l'étape 1. Pour l'étape 2, je vais peut-être l'écrire. On part de ceci, donc y' est égal à h de y fois f de x. Les solutions constantes sont tous les y tels que h de y est égal à 0. Donc, quand on trouve les solutions constantes, on résout le fait que ceci est égal à 0. Et maintenant, après, pour la solution générale, on dit bah, je sépare. Donc, si jamais y est tel que h de y est différent de 0, j'ai ceci.
Et je sais pas si vous avez... Bah oui, en chimie cinétique, oui, oui, c'est la même technique qu'en chimie, ou qu'en physique. Une fois qu'on a ceci, bah on se souvient que l'intégrale d'une... que si on fait une intégration, un changement de variable dans son intégration, ben si on a ceci, ben, on intègre d'un côté, donc j'intègre par rapport à y de ce côté-ci. Alors l'intégrale, c'est bien l'intégrale par rapport à y de ce machin-là, c'est bien l'intégrale de 1 sur h de y par rapport à y, qui doit alors être égal à l'intégrale de l'autre côté, ben on intègre par rapport à x. Donc, je vais peut-être rajouter une étape quand même dans mon écriture. Donc, faut pas oublier qu'on est en train d'intégrer des fonctions, donc y c'est une fonction de x, donc c'est h de y de x fois y' de x qui doit être égal à f de x pour tout x. Du coup, quand j'intègre de ce côté-ci, quand j'intègre de chaque côté par rapport à x, j'obtiens quoi? Ben, j'obtiens ceci. Si ça est égal à ça, si ça est égal à ça pour tout x, ben alors cette intégrale-là doit être égale à celle-là. Oui, mais cette intégrale-là, je fais mon petit changement de variable, ça devient cette intégrale-ci. Et l'autre intégrale, bah, elle bouge pas. Ça reste, celle-là, ça reste celle-là, ça reste celle-là. Vous avez suivi? Donc, c'est la phrase qui compte. Une fonction y dont la dérivée satisfera cette équation-ci est nécessairement une fonction y qui, quand on l'intègre par rapport ici, bah, on a la même intégrale que celle qu'on a ici. Et si on arrive à si on arrive à intégrer ce machin là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben on va en tirer la forme générale de la solution de l'équation. Et puis après l'étape 3, ce sera de déterminer une solution particulière en fonction des conditions. Alors, il y a des nouveaux messages, pourquoi je ne les vois pas? Donc il y a Nel. Comment est-ce que je suis passé d'ici à ici? Bah, si tu veux, c'est peut-être mieux en fait que je. Mais après on le fera plus comme ça. Mais c'est peut-être mieux que je dise bon, on va appeler u c'est y de x, et donc du c'est y' de x dx, et du coup ça c'est intégrale de h de u du. C'est ça que j'ai fait. Et au lieu d'appeler u, j'ai appelé uy. C'est mieux? Donc, on va faire quelques exemples, ce sera plus simple. Alors si je disais, ben, prenons cette équation-ci. Prenons cette équation-là. Donc c'est pas une équation qui est dans les notes. Comment on fait? Ben, on va faire étape 1, quelles sont les solutions constantes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de valeur de y qui va annuler ce gars-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Du coup, on est content. On passe maintenant à l'étape 2, on trouve la solution générale. Bah, pour ceci, on sépare. Donc on met tout ce qui est en y d'un côté. Puis on intègre. Tout le monde voit? Et
puis après, intégrer, bah, ça c'est facile. Bah, soit vous le faites à la main. Donc de toute façon, je vous donnerai des intégrales qui tomberont juste. Donc des intégrales faciles. Je vais pas vous donner des intégrales compliquées. Donc ceux d'entre vous qui ont fait... maths forte, maths 6, vous avez peut-être passé quelques semaines à faire des intégrations de fractions rationnelles ou ce genre de choses. Non, je ne ferai pas ça. Mes intégrales seront faciles, de toute façon. À nouveau, si vous êtes en examen distanciel, ben, moi, à votre place, je ne le ferai pas à la main, quoi. Je le ferai dans Wolfram Alpha, ça va plus vite. Personnellement, j'ai pas fait une intégration par partie depuis des années, quoi. Je fais plus ça, je suis trop grand. Je suis trop vieux. Donc ici, on intègre. Donc ça, je sais faire. Cette intégrale-là, je sais faire. Celle-là, c'est limite déjà. Ça va être quoi l'intégrale de cosinus x? Vos profs de l'année passée se retournent dans leur tombe. En tout cas, ceux qui sont morts. Oui. Sinus x plus c. Donc l'intégrale de y', c'est dy. Je comprends pas ta question, Valéra. Donc le passage d'ici à ici, se fait en intégrant. Donc on met une intégrale par rapport à x de chaque côté, et puis après on utilise les trucs des changements de variables. Donc si tu intègres par rapport à y' de x dx, donc tu intègres une certaine fonction fois y' dx, tu appelles par exemple u, tu appelles ça u, tu appelles y, tu l'appelles u. Et du coup, du, c'est y' dx. Et donc ça devient ton du, et ça devient ta nouvelle variable. Alexis, y' dx égale dy. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi, même si j'apprécie que tu tentes de venir en aide. Et donc effectivement, en reprenant ce que dit Alexis, plus ce que je pense, c'est parfait. Y' dx, c'est dy. Pourquoi? Ah, voilà, Mohamed. Là, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Donc là, maintenant, je vais faire une erreur et vous m'arrêtez. Donc là, j'ai une constante de chaque côté, j'annule. Et donc, j'ai comme relation y carré sur 2 plus 3y est égal à sinus de x. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, tu peux t'exprimer encore plus clairement pour les autres? C'est exactement ça, merci. Je l'appelle plus c parce que on a l'habitude d'appeler la constante d'intégration plus c, mais il faut bien faire attention que ici c'est une constante et ici c'est une autre constante. Donc cette écriture-ci, ce que j'ai fait là, donc j'ai fait cette ligne-ci, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Pas bien. Parce que ça, c'est une constante arbitraire. Et ça, c'est une autre constante arbitraire. Donc, une autre écriture qui aurait été peut-être plus correcte, c'était de dire y carré sur 2 plus 3y plus c est égal à sinus de x plus d. Cyrine, c'est exactement ça. Les constantes ne sont pas pareilles. Et donc, quand j'ai fait ceci, moi, cette écriture-ci, je vais la mettre en orange parce qu'elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas pratique. Moi, ce que je vais plutôt faire, donc ça c'est non, et en fait ça non plus je ne vais pas faire. Ce que je vais faire, c'est plutôt écrire ceci. Donc je mets les deux constantes d'intégration du même côté, et je les appelle C. Ça va? Et donc si je relis en français ce que j'ai raconté, une fonction qui va satisfaire cette propriété-ci pour tout x est une fonction qui satisfait cette propriété-ci pour tout x. Ça va? Et ici, on s'arrête. Enfin, si on pourrait arriver... si, allez, on pourrait...
Est-ce qu'on le fait? Alors, on s'arrête pas. Est-ce que vous... Donc, ici, j'ai la solution sous forme implicite. Donc, c'est du vocabulaire que vous devez connaître, qui n'est pas vraiment... Si, il est dans les notes, mais c'est un vocabulaire que vous devez connaître. Donc, solution sous forme implicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la solution qui n'est pas donnée sous la forme y est égal à. Antigona... Attends. Valera, ici, la variable libre, c'est x. Oui, tout à fait. C'est sous-entendu dans la question. Parce qu'il y a un x ici. Antigona, tu dis, j'ai pas compris pourquoi vous faites apparaître. Bah, parce que ici, c'est une constante arbitraire. Ici, c'est une autre constante arbitraire. Celle-là, maintenant, ici, je peux la mettre de ce côté-ci et je peux l'appeler... Enfin, ce sera d moins c. Mais comme c est arbitraire et d est arbitraire, bah, d moins c, c'est une constante arbitraire. Donc, je vais la rappeler c. Ça va? Et donc ici, j'ai la solution sous forme implicite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, pas donnée par y est égal à, mais il n'y a plus de dérivée. Alors si je voulais l'avoir sous forme explicite, bah, il y a encore pas mal de travail. Comment on va faire ça? Donc on a y carré plus 6y moins sinus x plus c qui est égal à 0. Est-ce que vous avez une idée de comment on obtient le y à partir de là? Donc ça va être moins 6 plus ou moins racine de 36 moins 4 fois c moins sinus x, j'espère que je fais pas de bêtises, sur 2. Vous le voyez ça? C'est un peu brutal, mais c'est des trucs que vous faites depuis la 4e secondaire. Des trucs moins b, plus ou moins... Enfin, moi j'ai fait ça avec moins b, plus ou moins racine de b carré moins 4ac. Certains d'entre vous ont retenu le rho ou d'autres choses. Vous êtes libre de le faire comme vous voulez, mais donc ici c'est ça. Et donc là maintenant, mais ça on ne le fera pas non plus parce qu'on n'a pas le temps et que c'est compliqué. Vous remarquez bien, ceux d'entre vous qui de nouveau ont eu un bon prof ou qui ont eu un prof ou qui ont eu maths 6, bah là vous sentez bien où ça devrait aller ceci. On devrait commencer à discuter en termes des valeurs de C, quel est le domaine de définition de ce truc-là. Donc pour quel, si c'est vos machins, pour quelles conditions est-ce que ceci est bien défini, etc. etc. On rentre pas là-dedans, nous. On n'y touche pas. C'est un autre sujet. C'est un sujet compliqué. Je l'ignore complètement. D'accord? Mais ici, on a la solution sous forme explicite. Vous remarquez aussi... Attendez, avant de m'emballer, il est quelle heure? 14 h. Merveilleux. Est-ce que vous comprenez les maths que je vais faire? Attends, Mohamed, une seconde. Constantin, tu dis quoi? Comment cela se fait-il que dans la solution... Ah, le y', il est pas... Merci, Alexis. Donc, alors, si je reviens, on part d'une équation qui est là. Cette équation elle est donnée par l'exercice ou par le modèle ou par Dieu sait quoi. Ensuite, on a une méthode de résolution et c'est ici, je vous avoue, c'est là que je cache plein de choses. Et donc, ta question, Constantin, est tout à fait normale. Tu as raison de te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il triche, le gars. Oui, oui, je triche. C'est bien évident que je triche. De passage d'ici à ici, je le fais en disant, on intègre de chaque côté et on utilise la formule du changement de variable. Et donc, le y' dx. Si vous voulez une autre astuce pour le retenir, mais ça me fait vraiment un peu mal aux yeux de le faire, mais je vais le faire quand même, c'est on dit que y' c'est dy sur dx, et le sur dx on le passe ici, et puis on intègre. Mais là je suis vraiment dans le domaine du... Donc ça je vais carrément effacer, et je vais aller éditer la vidéo avant de la mettre en ligne. Mais vous pouvez le penser très fort, donc on écrit y' c'est... Oups, y' c'est dy sur dx, et le dx on le passe là, et puis on intègre de chaque côté. Mais en fait, on fait la formule du changement de variable. Et puis là, on a une... Donc ça, c'est une équation différentielle. Ça, c'est maintenant une équation intégrale. Et puis on intègre de chaque côté, et on obtient une équation, une solution sous forme implicite. Ah, j'ai fait x2, je me suis trompé?
Mais je me suis trompé, merci, tu as raison. J'ai besoin d'un 2 sinus x. La démocratie, c'est pourri. Hein. Donc il y a bien un 2 ici. Par contre, je ne me suis pas trompé ici. Est-ce que vous voyez pourquoi je ne me trompe pas en laissant ça C et pas 2C? Parce que C est arbitraire. Et donc le 2C, je le rappelle C. Exactement, Mohamed, mais je ne le dirai pas comme ça. Mais effectivement. À la Kevin De Bruyne, quoi. C'est pas... voilà. Et donc après, on passe d'ici à ici. Ça, c'est clair pour tout le monde? Et donc après, je sais plus qui disait dans le chat, oui, mais alors il faut discuter de quand ceci est positif. Oui, tout à fait. Ça, c'est une grande question. On va pas l'aborder ici pendant le cours théorique. C'est effectivement une question. Donc il y a deux questions qui apparaissent. Donc deux questions que nous allons passer sous le tapis. Donc un, c'est le domaine de définition. Donc, qu'est-ce qui me garantit que ma solution elle est définie sur un domaine machin ou machin? Bah rien, il faut le regarder après. Donc après, vous devez regarder le domaine sur lequel votre fonction est bien définie. Et la deuxième question, je ne sais pas s'il y en a qui la voient, il y a une autre question qui apparaît naturellement quand on écrit un truc pareil. C'est qu'on a deux types de solutions. On a une solution avec un plus et on a une solution avec un moins. Et donc on a aussi une question d'unicité. Est-ce que ma solution est unique? Est-ce qu'elle n'est pas unique? Est-ce que je peux en avoir deux en même temps? Et tout ça. Ce sont des questions intéressantes que nous n'aborderons pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les aborde pas? Parce qu'on n'a pas le temps. Il me reste 1 heure. Ça va? Vous avez suivi? Alors, il y a un type d'équation que vous allez voir tout le temps apparaître. Donc ça, c'était mon premier exemple. Exemple 1. Exemple 2. C'est l'équation qui est ici. Donc, je la résous vite. Vous criez si vous ne voyez pas. Donc, 1, solution constante. Quelles sont les solutions constantes? Ben, ici, il n'y en a qu'une seule, c'est y de x égale 0. Alors ici, petite remarque, la variable libre n'apparaît pas. Ça, c'est une constante. C'est une constante quelconque, fixée. Il n'y a pas de x ou de y ou de machin. Donc moi, je décide d'appeler ma variable libre x, mais je pourrais aussi l'appeler t, je pourrais l'appeler v, je pourrais l'appeler ce que je veux. Ça n'apparaît pas, donc elle est libre. D'accord? Donc il y en a qui me posaient comment est-ce qu'on sait que c'est x? Avant, on savait que c'était x parce que dans l'équation, il y avait un x. Mais ici, il n'y a rien. C'est y' est égal à constante fois y. Alors peut-être pour fixer les idées, plutôt que de prendre une constante arbitraire, je vais en fixer une, donc je vais prendre 7. Ça change rien, ça va être la même façon de résoudre, sauf que je l'appelle 7 ici pour que ce soit un peu plus clair. Donc des solutions constantes, il n'y en a qu'une, c'est y de x est égal à 0 pour tout x. Donc voilà. La solution générale, j'intègre, donc je sépare, donc y' sur y est égal à 7. Ou y' sur 7y est égal à 1. C'est Dominique ou Valéra en fait? Dominique, peut-être. Quand est-ce que ceci... Tu vois, si tu reviens en arrière, on cherchait à savoir quand est-ce que le membre de droite valait 0. Donc quand est-ce que le membre de droite vaut 0? Quand est-ce que ce truc-là vaut 0? Ici, en fait, je pense que tu es perturbé parce que c'est tellement simple. Quand est-ce que y vaut 0? Quand y vaut 0. Donc 0. Ça va? Donc je sépare et j'intègre. On va dire que c'est par rapport à x. Mais ça pourrait être par rapport à t ou par rapport à ce que vous voulez, ça ne change rien. Bonjour Léo, bienvenue à 14h.
L'intégrale de 1 sur y, bah, vous savez ce que c'est ln de valeur absolue de y. L'intégrale de 7 dx, bah, c'est 7x. Et je garde ma constante arbitraire ici. Donc ici, j'ai ma solution sous forme implicite. Et c est une constante réelle arbitraire. Bah, quelles sont les solutions constantes de cette équation-ci? Quelles sont les constantes pour lesquelles ça, donc 0, est égal à 7y? Donc, quand est-ce que y vaut 0? Bah, quand y vaut 0. Ça va? En fait, vous êtes perturbé, et je comprends, ça aurait été plus simple pour vous si j'avais écrit ceci. Donc, quand est-ce que y carré moins 1 vaut 0? Bah, quand y vaut 1 ou quand y vaut moins 1. Mais ici, voilà, c'est vraiment, il y a juste ça, quoi. Il n'y a rien. Et donc ici, on est passé de l'équation différentielle à l'équation intégrale, et puis de l'équation intégrale à l'équation implicite. Ça vous va? Et maintenant, on va essayer d'avoir la solution sous forme explicite. Pardon, je suis en vert, il n'y a pas de raison. Si je veux passer à la forme explicite, bah, on fait ce que vous savez faire. Donc on passe à l'exponentielle de chaque côté. Ça va à tout le monde? Donc j'obtiens quoi? J'obtiens donc que y est égal à plus ou moins exponentielle de c fois exponentielle de 7x. Et ce plus ou moins là, ce truc là, je vais l'appeler a. Et donc j'ai ma solution explicite avec a qui est une constante réelle. Pourquoi? Bah parce que même si lui est positif, avec le plus ou moins, j'ai bien soit un positif, soit un négatif. Et quand a vaut 0, bah, je récupère ma solution nulle. Donc ma solution générale, c'est celle-là. Solution sous forme explicite. Ça vous va? Voilà, et si on cherche la solution particulière, c'est quoi la solution particulière? J'avais demandé y de 0 égale 4. Pour quelle valeur de a est-ce que y de 0 vaut 4? Bah, y de 0 égale 4 si et seulement si a fois l'exponentielle de 0 vaut 4, donc si et seulement si a vaut 4. Donc ma solution particulière, ça va être y est égal à 4 exponentielle de 7x. Cyrine, tu me dis... Ça, oui, c'est une forme explicite, oui, tout à fait. Donc si je garde ici, c'est dans R. C'est explicite, mais c'est moins joli. On aime quand même les trucs jolis. Mais si vous voulez garder sous cette forme-ci, oups, pardon. Si vous voulez garder sous cette forme-là à l'examen, libre à vous. Ça vous va? Voilà, vous en ferez encore quelques-uns au TP. Je vais passer l'exemple suivant. Vous regardez ça au TP parce que je veux quand même pouvoir passer aux équations différentielles linéaires. Donc ça, c'était quoi? Donc c'était, disons, 1 séparé. Ah non, je l'avais ici, pardon. Donc c'était bien la section équation différentielle ordinaire séparable. Voilà. Et le deuxième type et le dernier type d'équation différentielle ordinaire qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les équations différentielles ordinaires linéaires d'ordre 1. Et donc ça, ce sont les équations différentielles
Chérine, tu dis la différence entre implicite et explicite. Bah, explicite, c'est quand tu as y est égal à, et implicite, c'est quand tu as une équation sur y. Donc, si je reviens ici en arrière un petit peu, y carré plus 1 égale 0, ça c'est une forme implicite. Et y est égal à plus ou moins... pardon, comme ça. Ça c'est une forme implicite, et ça c'est une forme explicite. Ceci est toujours bien défini, ceci bah, c'est un peu pourri parce qu'il faut discuter en fonction des valeurs de x. Dans la plupart des cas, il n'est pas possible de déterminer une solution sous forme explicite. Donc une équation différentielle ordinaire linéaire d'ordre 1, c'est quoi? Ben, c'est quand on a... Je reprends le même début qu'ici. C'est où? C'est quand on a une équation de cette forme-ci. Mais qui peut se réécrire non pas comme ça, mais sous la forme a de x fois y' plus b de x fois y est égal à c de x. Avec a et b et c des fonctions. Donc peut-être quelques exemples. Si j'ai cosinus de x fois y' plus x carré y est égal à 2 exponentielle de x, ça c'est bien une équation différentielle ordinaire linéaire avec ça c'est mon a, ça c'est mon b et ça c'est mon c. Ça c'est mon c. Si j'ai ceci, bah ça c'est pas une équation différentielle ordinaire linéaire parce que j'ai pas, je peux pas séparer le y' de son coefficient. Alors comment est-ce qu'on résout ce truc là? Bah je crois que je vais juste reprendre mes slides parce qu'ils sont clairs, je crois. Il y a 3 étapes que vous devez... Donc, comment ça marche? Il faut savoir que ce type d'équation apparaît tout le temps. Vous l'avez déjà certainement rencontré en physique. J'ai marqué quoi après le exemple? Où ça? Ah, c'est un cos. Oui, c'est un cos. Merci Cyrine de traduire. Et tu vois le temps que ça me prendrait si je devais écrire convenablement? C'est juste pas possible. Donc, je reviens. Donc ces équations-ci apparaissent partout, et donc ça fait des centaines d'années qu'on sait qu'on veut pouvoir résoudre ce genre de choses-là. Grosso modo depuis Newton et probablement bien avant. Vous avez peut-être déjà vu en physique comment on résolvait ces choses-là, vous avez peut-être vu ça en chimie aussi, ça apparaît tout le temps en chimie, ça apparaît tout le temps un peu partout. Et l'humanité s'est rendu compte avec le temps qu'on faisait ça en 4 étapes. 4 étapes. La première étape, c'était de considérer l'équation différentielle homogène associée. H pour homogène. Et comment est-ce qu'on la rend homogène? On élimine toute la partie qui n'a pas de y à côté. Donc on élimine le coefficient de l'équation. Donc tout ce qui n'est pas en y, on l'enlève, et on considère cette équation-ci ici. Cette équation-là, c'est une équation différentielle séparable. Avec cette équation, donc la numéro 13, on est bien dans le cadre d'une équation différentielle séparable. Je vais peut-être quand même la faire. Donc 4 étapes. L'étape 1, c'est trouver la solution générale de l'équation homogène, SG. Donc l'équation de départ, c'est AY' plus BY est égal à C. La solution générale de l'équation homogène, on élimine le C. Et ça, on reconnaît qu'on est dans le cadre de Y' est égal à moins B sur AY. Et donc on est bien à une équation séparable. Les plus pointilleux d'entre vous me diront « Oui, mais attention, qu'est-ce qui se passe si A peut valoir 0 ?» Bah, si A peut valoir des 0, il y a des soucis. Et ces soucis, je vais les passer sous le tapis. Point. On devrait en discuter, mais ça prendra des heures, donc on ne va pas en parler.
Et donc là, on est bien dans le cas d'une équation différentielle ordinaire séparable. On sépare, on intègre, et on obtient YH qui est la solution générale. De l'équation homogène. Deuxième étape. Alors, la deuxième étape est celle que beaucoup d'entre vous vont trouver la plus compliquée. C'est ce que j'appelle SPEL, solution particulière. C'est on cherche une solution de l'équation star. Et là, normalement, votre cerveau fait quelle solution? Et là, je vous réponds n'importe laquelle. T'en trouves une. Et puis là, on vous allez dire mais comment est-ce qu'on en trouve une? Et je vais vous répondre tu te débrouilles. Voilà. Super, merci. Et donc, troisième étape, la solution générale de l'équation linéaire. Il se trouve que, pour ceux d'entre vous qui connaissent le vocabulaire, ce qu'on est en train de chercher, c'est qu'on est en train de chercher une base d'un espace vectoriel. On la trouve en faisant ces deux étapes-là. Et on sait alors que la solution générale, c'est toutes les solutions vont pouvoir s'écrire sous la forme solution particulière. Donc une solution que je vais appeler YP. Et toutes les solutions de l'équation seront de la forme solution particulière plus solution générale de l'équation homogène. Donc, toutes les solutions d'une équation différentielle de ce type-ci pourront s'écrire comme la somme d'une solution particulière de cette équation-là avec la solution générale de l'équation qui est ici. Alors, les maths là derrière sont très très jolies. On n'a absolument pas le temps de commencer à en parler. Si vous avez des copains qui sont en première maths ou physique ou polytech ou Dieu sait quoi d'autre, ou des parents là-dessus qui ont étudié ça, n'hésitez pas à leur demander, ou même la page Wikipédia des équations différentielles linéaires homogènes et des équations différentielles linéaires d'ordre 1. La page Wikipédia est plutôt bien faite. C'est une jolie théorie, mais on n'a absolument pas le temps de l'aborder, donc je vais juste vous montrer une sorte de recette de cuisine qui vous donne la façon de résoudre des équations. Donc on va faire un exemple. Considérons ceci. Donc là, on est bien avec une équation différentielle ordinaire linéaire d'ordre 1. C'est bien d'ordre 1. Et c'est bien linéaire parce qu'on a un coefficient 1, on a un coefficient 2x et on a un coefficient 4x. Donc dans mon écriture, a de x vaut 1, b de x vaut 2x et c de x vaut 4x. Alors vous mettez votre cerveau de côté et vous appliquez l'algorithme. C'est quoi la solution générale de l'équation homogène associée? On écrit d'abord l'équation homogène associée. D'accord, j'ai fait disparaître la partie qui dépendait de la fonction c. Ça, c'est une équation différentielle séparable. Je vais donc m'amuser à intégrer. Pardon. Donc j'ai une équation différentielle séparable, je vais la résoudre proprement. Donc je la résous. Mettons 1 tilde. Les solutions constantes, c'est quoi les solutions constantes de cette équation-là? C'est y égale 0. 2, la solution générale, je vais intégrer. Donc j'ai 1 sur y est égal à moins 2x, ce qui me donne l'intégrale de 1 sur y dy est égal à moins 2 fois l'intégrale de x dx, ce qui me donne ln de y est égal à moins x carré plus c. Ça, c'est ma solution sous forme implicite. Je suis allé trop vite. Ça a l'air d'aller. Si je veux passer à la forme explicite, je fais des exponentielles de chaque côté, je chipote un peu avec les constantes et je vais sauter une étape. Peut-être que je fais une erreur de sauter l'étape. Est-ce que tout le monde voit comment je suis passé de la forme implicite à la forme explicite?
à l'examen, si vous avez une équation comme celle-ci, je vous encourage à immédiatement sauter à la forme explicite, si vous la voyez. Le danger, c'est que si vous écrivez rien, je ne peux pas vous donner de points si c'est faux. Donc plus vous écrivez, plus je peux vous donner de points. Mais si vous voyez directement que c'est ça, bah, allez-y. Alors Mohamed, tu vois pas à quoi correspond le A. Bah, si tu veux, je peux te rajouter une étape. Je vais le faire en plus petit ici. Donc je passe à l'exponentielle de chaque côté. J'ai y est égal à exponentielle de moins x carré plus c. Ce qui me donne exponentielle de c fois exponentielle de moins x carré. Et après, j'enlève mes valeurs absolues, j'ai ceci. Et ça, j'appelle A. Alexis, de nouveau, je suis presque d'accord avec toi, c'est plus ou moins exponentielle de c. Constantin, pourquoi parce que la seule solution constante ici, donc de nouveau, on cherche à annuler le membre de droite. Le membre de droite s'annulera en y. La seule partie de la fonction de y, c'est celle-là. Donc c'est quand y vaut 0. Donc ici, maintenant, avec tout ceci, j'ai ma solution générale. C'est y est égal à a exponentielle de moins x carré. Je vais l'appeler YH. Ça va? Et donc l'étape 2, c'est de trouver une solution particulière de l'équation de départ. Je vais peut-être la réécrire. Donc c'est y' plus 2xy est égal à 4x. Est-ce que quelqu'un a... Attends, Virgile, pourquoi prend-on la valeur absolue? Parce que cette primitive de 1 sur y, c'est ln de y ou ln de y partout où y est positive et ln de moins y partout où y est négative. Et donc Virgile, tu as raison, ça fait partie des endroits que je suis en train de filouter là, je filoute. Je suis un filou. Donc voilà, je passe des choses sous le tapis quand je fais ceci. Donc Alors on arrive ici. Donc là, on a trouvé la forme générale de la solution de l'équation homogène, c'est ça. Maintenant, il faut trouver une solution particulière. Alors c'est ce que je vous disais, débrouillez-vous. Quelqu'un peut-il... Ne regardez pas le slide, ne trichez pas. Est-ce que vous en voyez une? Dominique? En fait, on a besoin pour avoir la solution générale, on a besoin de toutes les solutions constantes. Mohamed, tu dis que y vaut 0 et solution? Non, ça c'est pas vrai. Parce que si y vaut 0, j'ai 0 plus 0 et ça c'est pas égal à 4x. Quelqu'un a une autre idée? Sans tricher. Cherchez pas loin, hein, cherchez vraiment pas loin. Oui, exactement, vous êtes nombreux à le voir. J'espère que vous êtes sincères. Quand je mets y qui vaut 2, bah, j'ai bien 4x égale, et ça se tue. Ça vous va? Comment est-ce qu'on voit ça? On regarde l'équation avec amour et on cherche. Ou alors on triche. Mathematica, il fait ça tout seul. Moi je mets ça dans Mathematica, je tape solve, crochet, je mets l'équation et il me sort la solution. Donc ça c'est de la triche. Et vous avez le droit. Voilà, donc j'ai ma solution ici. Tout le monde... Ça se tue où? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se tue où ça, Cyrine? Je comprends pas ta question. Oui, tu mets y ici qui vaut 2. Ça fait 4x. 4x c'est 4x. Et ça fait 0. Et donc ma solution générale de l'équation linéaire, c'est y qui va être donc 2 plus a exponentielle de moins x carré. Vous voyez? C'est très recette de cuisine. C'est une recette de cuisine qui fonctionne à tous les coups. Alors vous pourriez dire, oui, mais moi je suis pas doué, je vois pas. Vous pourriez ne pas aimer ceci. Il est tout à fait possible qu'à l'examen, par exemple,
ou dans la vie, dans la vraie vie, quand vous rencontrerez une équation différentielle, qui pour une raison ou une autre vous devrez résoudre à la main, et que vous ne voyez pas ceci. Alors il existe une méthode un peu pénible. Donc c'est beaucoup mieux de voir, si vous avez le nom du petit génie, comme dit Chérine, ça va plus vite. Mais si vous ne voyez pas, ben, si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas malin, ben, quand on n'est pas malin, on travaille plus. Hein. Donc il existe une méthode un peu pénible qui marche à tous les coups. Alors à nouveau, je ne vais pas vous expliquer pourquoi elle fonctionne, mais je vais essayer de vous montrer que c'est joli. Et donc cette méthode, elle a un nom qui est, je pense que c'est de l'humour de matheux. Parce qu'on fait quoi? On fait varier les constantes. Donc ça s'appelle la variation des constantes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode de variation des constantes. Je vois pas de oui. C'est très joli, c'est un truc qui apparaît aussi en physique tout le temps. Quand on cherche à résoudre... Donc ce sont typiquement des équations qui apparaissent en physique, et quand on cherche à résoudre ce genre d'équations, ben on fait souvent la variation des constantes quand on ne voit pas la solution particulière. Et l'idée est toute belle. Donc c'est des gens malins qui ont dit ça, qui ont dit, bah tiens, je cherche une solution particulière, n'importe laquelle. Ben, je vais imposer de trouver une solution de cette forme-là. Donc la variation des constantes, on fait quoi? On prend la solution générale d'équation homogène. Donc évidemment, si on s'est trompé dans la solution générale d'équation homogène, ceci ne fonctionnera pas. Mais c'est aussi une façon de voir si vous êtes trompé ou pas. Donc on prend la solution générale d'équation homogène et on remplace la constante par une fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça variation des constantes. Parce qu'on prend la constante et on la fait varier. Et puis après, vous prenez ceci et vous la bourrez dans l'équation initiale. Donc l'équation initiale, c'est celle-là. Vous prenez votre solution et vous allez forcer les choses pour dire bah, je veux que ceci satisfasse ceci. Et là, il faut juste, si vous ne vous trompez pas, ça marche. Ça veut dire quoi que ceci satisfasse ceci? Ben, on y va. Y', donc si Y est de cette forme-là, bah, Y' ça va être A exponentielle de moins x carré sur 2 prime, plus 2x fois A exponentielle de moins x carré sur 2 est égal à 4x. Donc ceci doit être égal à 4x pour tout x. J'ai écrit quoi? Où ça, Elisabeth? Ouais, x carré. Ah, il y a pas de... Oui, t'as raison, il n'y a pas de sur 2. Il n'y a pas de sur 2. C'est moi, j'ai tellement l'habitude de mettre des sur 2 parce que, à cause de la loi gaussienne que j'ai cru qu'il y avait un sur 2. Mais t'as raison, il n'y en a pas. Donc je prends ceci. Si, étant donné que ce machin-là est maintenant une fonction, bah c'est pas la dérivée, c'est pas juste a fois exponentielle moins x carré, c'est a' fois exponentielle de moins x carré plus a fois moins 2x fois exponentielle de moins x carré. Donc ça, c'est la partie que je vais mettre en orange ici, qui vient de la dérivée. Puis ici, j'ai 2xa fois exponentielle de moins x carré, qui doit être égal à 4x. Tout le monde voit ce que j'ai fait là? Donc c'est vraiment, c'est au feeling. Quelqu'un, à un moment, il y a une centaine d'années, s'est dit, tiens, c'est marrant, si je reprends ma solution de l'équation générale, pardon, si je reprends ma solution si je reprends ma solution générale de l'équation homogène, et que je remplace la constante par une fonction, et que je bourre ça là-dedans, ben je tombe toujours sur une solution particulière. Donc bourrer ça là-dedans, c'est-à-dire je prends ça, je mets ça là-dedans, et je regarde ce qui se passe. Faut pas oublier qu'on dérive des produits de fonctions, donc ça fait ça fois ça, plus ça fois ça. Et il y a un petit miracle qui se passe toujours. Toujours. Si ça se passe pas, c'est que vous vous êtes trompé. C'est que ceci, la partie en A, en la constante non dérivée, va se simplifier. D'accord? Vous le voyez?
Ça a toujours lieu. Du coup, bah, j'ai quoi? Bah, j'ai que pour que la fonction a soit telle qu'une fonction de cette forme-ci soit solution de ce truc-là, il faut que la fonction a soit telle que a' exponentielle de moins x carré soit égale à 4x, ou encore que a' soit égal à 4x exponentielle de x carré. Oui? Donc, je vois des sourcils froncés de Victoria. Donc ça et ça se tuent, donc j'ai ça qui est égal à ça. Et puis je passe ça de ce côté-là, et donc j'ai ça est égal à ça. Oui? Tout le monde oui? Super. Et ça, bah ça veut dire qu'il faut faire encore une intégrale. Alors ça, bah, soit de nouveau, soit vous le faites à la main, soit vous le faites avec une machine. Je vais le faire à la main, donc si on doit faire ça, bah, je pose u égale x carré, du est égal à 2x dx, donc je vais mettre un 2 et un 2x, et donc j'ai quoi? Bah, j'ai 2 fois l'intégrale d'exponentielle de u du, ce qui me donne 2 fois l'exponentielle de u plus constante. Faut pas oublier de revenir dans les variables initiales, sinon vous êtes foutu. Et donc j'ai ceci. Donc j'ai mon a. Enfin, j'ai plein de a en fait, pour chaque constante. Emma, tu as répondu à Elisabeth. Oui, c'est ça, Cyrine. Effectivement, j'ai fait ça. Donc ça, tu le divises, mais 1 sur exponentielle de moins x carré, ça fait exponentielle de x carré. Tu vois ici, 1 sur exponentielle de moins x carré, ça fait exponentielle de x carré. D'accord? Et après on intègre et on fait l'intégrale comme on peut. Et donc ce que je sais, c'est que pour n'importe quelle valeur de c ici, j'ai une fonction a. Mohamed, tu n'as pas compris le passage d'ici à ici? Non, juste avant. D'ici à ici? Ok. Si tu n'hésite pas à prendre le micro, sinon, hein, si tu veux. La quatrième ligne, c'est quoi? C'est quoi la troisième ligne? C'est quoi la quatrième ligne? Je sais pas quelle est la troisième. Celle-là, c'est la troisième? D'ici à ici? Ça va être long. Prends le micro. Je comprends pas le passage du a égale à 2 intégrale de 2x carré exponentielle de x carré dx à celle d'après. Ici alors? Ouais. Bah, ici c'est vraiment tout bête, hein, je fais juste... donc je vais recommencer. Tu te retrouves avec ceci. Et puis tu dois te débrouiller pour intégrer ce machin là. Et là je fais juste un changement de variable. Donc j'appelle ux carré, du c'est 2x dx. Et donc je me retrouve avec ceci. Je me trompe pas quand même. Non, je crois pas. Et donc là j'intègre le changement de variable, et donc je me retrouve avec exponentielle de u plus c, ce qui me fait bien exponentielle de x carré quand je reviens dans les variables initiales. Et donc là on a trouvé la forme du a. En particulier, moi je vais prendre le a le plus simple, qui est ceci. Donc je prends c égale 0. Vu que c est libre, je prends celui que je veux. Moi je prends c égale 0. Si vous voulez être un peu rigolo ou original, prenez c égale 3 ou c égale pi ou c égale ce que vous voulez. Moi je prends c égale 0. De toute façon ce sera pareil. Et il ne faut pas oublier de revenir en arrière. On cherchait une fonction a. Donc notre solution particulière, ce sera a fois exponentielle de moins x carré. Ce qui donne donc dans ce cas-ci, je remplace mon a ici. Ça me donne 2 exponentielle x carré fois exponentielle de moins x carré. Tac, tac, il se tue. Je retrouve le 2, je retrouve la fonction que j'avais intuitée au départ. C'est la même. Hein. On avait intuité la solution particulière 2. Bah ici, on a retrouvé la solution particulière 2 en 15 étapes.
Ça va? Ok. Bon, le temps passe. Il est 35. Je vais... Ouais, je crois que je vais vous faire une petite vidéo en plus. Donc je vais pas faire ça maintenant. Je ferai une petite vidéo en plus sur celui-ci. Et je ferai une petite vidéo en plus sur celui-là. Comme exemple, bah, je ferai ça d'ici le week-end. Comme ça, vous avez... bah, vous pourrez juste écouter la vidéo. Et je reste disponible si vous avez des questions. Donc grosso modo, bah, ça ceci c'est pour vous montrer le type d'examen, de questions d'examen que je pourrais vous poser. Donc on a vu deux types d'équations différentielles. Et moi je vous ferai jouer un peu avec dans des questions à caractère plus ou moins médical. Donc par exemple ici, je vous raconte une petite histoire autour de l'artériosclérose, où je prends un modèle qui existe pour modéliser quoi? Je sais plus. Le flux sanguin dans une certaine section artérielle, qui est une fonction du temps. Et donc ça satisfait une équation de ce type-ci, puis je vous demande de résoudre l'équation et puis de dire certaines choses là-dessus. Donc moi c'est plus ça qui m'intéresse, c'est de vous raconter des histoires et de voir si vous pouvez manipuler les modèles. Je vous résoudrai ça. Donc cet exemple-ci et celui-là, et peut-être 2-3 en plus, je les ferai dans une vidéo supplémentaire. Ça va? Bon. Alors, la dernière façon de résoudre des équations différentielles, donc ici maintenant on rentre vraiment dans le... Ouais, c'est peut-être même celui-ci qui va le plus vous servir dans la, on va dire, la vraie vie, pour ce que ça vaut. C'est une méthode purement heuristique, donc purement à l'intuition. Vraiment purement à l'intuition. On considère n'importe quelle équation différentielle homogène, mais pas spécialement linéaire. Donc on considère une équation de ce type-ci, et en fait on considère une équation de type, ça s'appelle des équations de type autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La variable libre n'apparaît pas. Donc un truc comme ça, un truc comme ça, mais pas un truc comme ça. La variable libre ne peut pas apparaître. Donc on veut de cette forme-ci. Alors l'intuition est de dire, ben, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut représenter donc troisième partie, étude de stabilité. On peut représenter, donc si on a une équation de ce type-ci, bien entendu ce qu'on cherche c'est, on a le temps ou la variable libre et on a y qui est une fonction du temps ou de la variable libre. Ce qu'on cherche c'est un truc comme ça, on cherche à dessiner une fonction qui satisfait l'équation que j'ai en rouge ici. Le but c'est ça. Ça on n'y a pas accès, en tout cas c'est compliqué, il faut faire des choses, il faut faire des manipulations. Mais on peut toujours représenter graphiquement, on peut toujours représenter notre équation dans le plan des phases où on prend la position y et on prend'. Donc ça c'est la position et ça c'est la vitesse. Et si je dessine la fonction petit f ici, bah, je vais me retrouver avec quelque chose comme ça, par exemple. D'accord? Je travaille en général hein, pour une fonction f quelconque, vous avez vu ça dans le secondaire, et je vais me limiter à des fonctions que vous connaissez du secondaire, probablement même des fonctions beaucoup plus simples que ce que vous avez vu dans le secondaire. Et donc vous avez dessiné y' comme fonction de y. Donc ça c'est votre fonction f. Et ici il y a un petit argument très joli qui est le suivant, c'est de dire que bah, quand je regarde mon graphe ici, dans le blanc des yeux ici, là, ma fonction elle est positive, et ici, ma fonction est négative. Ok? Et ici, elle est nulle, ici, elle est nulle, et voilà.
Jusqu'ici, vous suivez? Et là, maintenant, vous vous souvenez de ce que vous avez appris dans le secondaire. Quand y' est égal à 0, ça veut dire que si je regarde y comme une position et y' comme une vitesse, quand y' est égal à 0, pardon, bah, si ma vitesse est nulle, j'ai une vitesse nulle. Si j'ai une vitesse nulle, ça veut dire que je bouge pas. Ça va? C'est vraiment un peu idiot ce que je raconte, hein. C'est une tautologie. Si ma vitesse est nulle, ma particule ne bouge pas. Donc si j'imagine que ceci décrit le mouvement d'une particule, partout où f de y vaut 0, bah, j'ai une vitesse nulle, donc je ne bouge pas. Toujours dans le même ordre d'idée, partout où ma vitesse est positive, j'ai ma y qui est croissant. Vous voyez ça? Si ma vitesse est positive, c'est croissant. Et vous avez deviné où je voulais en arriver. Si y' est négatif, j'ai une vitesse négative. Et donc j'ai y qui est décroissant. Oui? Bah avec ces observations-là, on ne peut pas résoudre l'équation, ça c'est hors de question, mais on peut se donner une idée de la tête de la solution. Donc avec ces observations-ci, alors certains d'entre vous vont peut-être hurler en disant mais c'est pas précis, se donner une idée de la tête de la solution. Oh non, c'est pas précis, je suis bien conscient qu'on n'est pas du tout dans la précision, on est juste en train de se donner une idée de la forme générale d'une solution. Donc on va regarder un exemple. Donc je ne vais pas faire celui qui est dans les notes, je vous laisserai celui qui est dans les notes à lire. De toute façon, vous en referez au TP plein. Je vous ferai des petites vidéos pour compléter. Je vais juste faire cet exemple-ci. Considérons ceci. Y' est égal à y fois 1 y. Donc maintenant ici, soyez réveillés, posez des questions si vous ne le voyez pas. Une fois qu'on voit, c'est comme le vélo. Une fois qu'on a vu, on ne sait plus de devoir. Mais pour réussir à voir, c'est pas si simple. Donc, cette équation-ci, je pourrais la résoudre. C'est une équation séparable. On sépare, on intègre, on obtient. Je pourrais la résoudre. Moi, j'ai pas envie. Donc, on sait la résoudre. On sait faire. C'est une équation du style qu'on a vu au-dessus. Donc c'est une équation séparable. On fait les solutions constantes. C'est 0 et 1. Vous voyez ça? Les solutions constantes sont y égale 0 et y vaut 1. On fait ensuite, on sépare et on se retrouve avec une intégrale qui est vraiment pénible. Parce que c'est intégrale de 1 sur y fois 1 moins y. Alors ceux qui ont fait maths 6 et ceux qui ont fait maths plus que 6, vous savez intégrer un truc pareil. Hein. Intégrale de 1 sur y fois 1 moins y dy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là on est dans le monde des fractions rationnelles, et donc on sépare en a sur y plus b sur 1 moins y, on fait du chipotage, et moi j'ai pas envie. Donc on fait pas ça. Je refuse de faire ce genre de truc là à la main. À l'examen, vous n'aurez pas... Ça pour moi c'est déjà trop compliqué pour l'examen. Donc rassurez-vous, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est pas grave. C'est trop compliqué par rapport à l'examen. Je vais me limiter à l'examen à des intégrales qui sont celles qui sont dans le TP0. Donc les seules intégrales que je pourrais vous demander sont des intégrales qui sont inspirées du TP0. En fait, en général, je prends exactement celle du TP0. Mais j'ai pas envie. Donc on va le résoudre, entre guillemets, à la louche. Ce qui veut dire, en gros, quoi. En gros. Donc, faisons un dessin dans l'espace des phases. Donc l'espace des phases, c'est juste on représente la position, la vitesse en termes de la position. Donc position c'est y, vitesse c'est y'. Et ça, même moi je sais dessiner plus ou moins correctement, ça fait un truc comme ceci. J'ai pas dit que je dessine correctement, j'ai dit plus ou moins correctement. Donc ça c'est 1, ça c'est 0.
À quelle valeur est-ce que je vais avoir mon maximum? Un demi. Ça va? Tout le monde est OK avec ça? Ok, qu'est-ce que je remarque? Ben, je remarque que ici ma vitesse elle est positive. Et ici ma vitesse elle est négative. Et ici ma vitesse elle est négative. Et je remarque aussi que ici et ici ma vitesse elle est nulle. Ici ça va. Et maintenant on y va à la louche. À la louche. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dessiner le comportement de Y. On va imaginer Y en fonction du temps. On va imaginer que on ne regarde pas ce qui se passe en temps négatif. Donc je considère T positif. Et je considère une particule qui, à l'instant 0, vaut quelque chose. Ok? Donc attention, on y va. Si à l'instant 0, ma particule est en position Y qui vaut 0. Si à l'instant 0, ma particule est en position Y0 qui vaut 0. Ici. Ben, s'il est en position Y0 qui vaut 0, sa vitesse, elle est nulle. Et donc sa vitesse va rester nulle tout le temps. Elle ne bouge pas. Vous voyez ça? Je recommence. Si à l'instant 0, je suis en position 0, ben en fait j'ai un système qui est en équilibre. J'ai une vitesse nulle. Ben, il ne se passe rien. Ma position ne bouge pas. Imaginez un bic posé sur une table. À l'instant initial, il est en position d'équilibre. Il ne va pas bouger avec le temps qui passe. Donc, si ma condition initiale, c'est que y de 0 est égal à 0, ma solution, elle va avoir cette tête-là. Fonction constante. Oui? Deuxième observation triviale. Si ma position initiale, c'est 1, bah, ma vitesse initiale, c'est 0. Et si ma vitesse initiale, c'est 0, bah, donc si je suis en 1, j'ai une vitesse nulle. Et donc j'ai aussi une position qui ne bouge pas. Les points en orange, donc y0 égale 0 et y0 égale 1, sont des points d'équilibre du système. Ça va à tout le monde ça? Nickel. Alors maintenant imaginons que ma position initiale, je vais mettre en bleu, elle soit ici. Oh zut. Elle soit ici. Imaginons que ma position initiale, elle soit plus grande que 1. Donc quelque part ici. Qu'est-ce qui se passe? Et si ma position initiale est plus grande que 1, ma vitesse initiale, elle est comment? Elle est négative. Donc j'ai une fonction décroissante. Donc si ma position initiale, elle est ici, j'ai une vitesse décroissante immédiatement. Donc ma position, je vais faire un petit dessin, ma position, elle va dans ce sens-là. Mais plus j'avance vers 1, plus ma vitesse diminue. Et donc j'ai un truc qui va avoir une asymptote vers 1 comme ça. Vous le voyez? Donc si je démarre au-dessus de 1, je redescends vers 1. Imaginez une bille dans un pot. On lâche la bille au-dessus. Bah, elle va, une bille va osciller, mais imaginons, je sais pas comment, enfin imaginez une goutte. Et la goutte va faire quoi? Bah, elle va redescendre vers 1 gentiment. Si jamais ma position initiale, elle était ici. Ben là, ma vitesse, elle est de nouveau négative. Et donc, je vais m'orienter vers une vitesse décroissante. Donc, si je démarre quelque part en dessous de 0, ben, je vais avoir une vitesse décroissante. Mais plus je décroît, plus ma vitesse devient fortement décroissante. Et donc, j'ai une décroissance comme ça. Vous voyez? Vous en referez au TP, hein, vous inquiétez pas. Donc il nous reste quoi? Ben, il nous reste à regarder ce qui se passe dans cette partie-ci.
Donc si je démarre en 0, je suis stable. Si je démarre en 0, je suis stable en 0. Si je démarre en 1, je suis stable en 1. Si je démarre au-dessus de 1, je reviens vers 1. Si je démarre en dessous de 0, je file vers moins l'infini. Et si jamais je démarre pas très très loin de 1, donc disons, je vais me donner des couleurs jaunes ici. Non, c'est moche jaune. Rose. Imaginons que je démarre, non pas là, ici. Je démarre ici. Donc si je démarre au-dessus de 1,5, donc 1,5 il est là. Je vais augmenter mon dessin. Si je démarre au-dessus de 1,5, ici, ma vitesse elle est positive. Parce qu'elle est positive. Oui. Oups, qu'est-ce qu'il me fait lui? Je crois que j'ai pété mon iPad. Voilà. Vous voyez ça? Et donc qu'est-ce qui se passe quand je démarre ici? Je m'oriente vers 1. Je démarre avec une certaine vitesse et puis ma vitesse diminue. Je vais avoir une courbe qui va faire un truc comme ça. Vous le voyez? Dernière chose, si ma vitesse elle est si ma vitesse initiale elle est ici, qu'est-ce qui... Non, mauvais choix de couleur. Elle est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être positive, mais attention, il y a une petite différence entre démarrer ici et démarrer ici. Si je démarre ici, ma vitesse est positive, et quand j'avance, ma vitesse augmente. Et donc, au début, je vais aller de plus en plus vite, mais il y a bien un moment où ma position va atteindre 1,5, et puis à partir de ce moment-là, ma vitesse va diminuer. Et donc, je vais avoir un point d'inflexion. Je recommence. Si vous démarrez avant 1,5, votre vitesse va d'abord commencer par augmenter. Et puis après, une fois que vous aurez atteint 1,5, votre vitesse va diminuer. Elle reste positive, mais de moins en moins positive. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a dessiné la tête des solutions en fonction des conditions initiales. C'est qualitatif, hein, c'est vraiment à la louche. On n'a aucune idée de où se passe quoi. On sait juste que ça ressemble à ça. D'accord? C'est ce que font les épidémiologistes tout le temps. Ils partent d'une équation différentielle, ils regardent la tête des équations et ils disent on sait qu'on est dans un régime qui va être, par exemple là pour l'instant, on est dans un cadre où on a un régime exponentiel, et puis après ce régime va se ralentir et puis on va avoir une stabilisation. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on n'a rien de précis, mais on a une idée de la tête de la courbe. Ok? Je vais, dans les vidéos que je vais faire, je vais aussi faire cette équation-ci, mais je vous encourage à le lire avant de regarder les vidéos sur les équations, sur les études de stabilité. Essayez-le vous-même pour voir si vous en souvenez. C'est des choses que vous avez déjà faites en secondaire, en fait, hein, des fonctions croissantes, décroissantes, ce genre de choses. Vous avez joué à ça en secondaire. Essayez de voir si vous arrivez, par exemple, essayez de voir si vous arrivez à faire celui-ci. Donc là, on a positif puis négatif, puis positif puis négatif. Il y a un peu plus de comportements différents. Je ferai une vidéo sur celui-là, je crois. Ok, donc on arrive, c'est bien, on arrive au bout. Pendant les 5 dernières minutes, on va juste un peu raconter une petite histoire. Ah, pardon. Christine, pourquoi on choisit deux sens différents quand on est... je suis pas sûr de comprendre ta question. Donc ici, peut-être que je comprends. Tu regardes, c'est pas toi qui choisis, hein, tu regardes la tête de ta fonction, et ici tu vois que ta fonction est positive. Et donc quand c'est positif, c'est une fonction croissante. Et là, tu as une fonction négative. Donc c'est décroissant. C'est tout. Donc si je reviens à cet exemple-ci, là je vais avoir croissant, décroissant, croissant, décroissant, croissant, etc. Ça répond à ta question ? Bon, et donc, petite histoire pour terminer. Fut un temps où je commençais le cours de maths avec ce chapitre-ci.
Et je faisais un petit jeu assez déprimant où la question c'était que je posais aux élèves, c'était de donc vous mettez donc je parlais de croissance exponentielle et donc je disais ben on met dans une bouteille une bactérie ou quelque chose qui se double toutes les secondes. Et donc je demandais et je disais imaginez que la bouteille est remplie après un an. Donc les particules se doublent. Donc au début, il y en a une, puis deux, puis quatre, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, et ainsi de suite. Et ça double pendant un certain temps. Et la bouteille est remplie après un an. Toutes les secondes, ça double. Et c'est rempli en un an. Et je demandais quand est-ce que... Imaginez que vous êtes une particule. C'est hyper déprimant comme fin de cours. Imaginez que vous êtes une particule dans cette bouteille qui va exploser. Donc dans un an, elle va exploser parce qu'elle va se remplir. Et puis je me demandais, vous en tant que particule lambda dans une bouteille qui va exploser à cause du comportement exponentiel, quand est-ce que vous allez voir que la bouteille est pleine? Et puis on faisait une petite réflexion. On disait, une seconde avant la fin de l'année, un an, hein, un an, une seconde avant la fin de l'année, la bouteille est à moitié pleine, ça double. Donc une seconde avant, c'est à moitié plein. 2 secondes avant la fin de l'année, c'est au quart plein. 10 secondes avant la fin de l'année, la bouteille est vide. Elle est remplie au 1 millième. Et donc la conclusion c'était quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'il est trop tard? Quand il est trop tard. Et maintenant, en 2020, ce qui est chouette, c'est qu'on a une illustration parfaite du fait qu'on se rend compte trop tard qu'il est trop tard. Mais soyez rassurés, on n'est pas dans un modèle exponentiel, donc rassurez-vous, je crois que ça va quand même bien se passer, parce que, alors j'aimais bien raconter cette histoire-là aux élèves, donc ceux d'entre vous, vous voyez mon nom, j'ai pas réussi à faire changer mon nom sur Teams, et donc vous voyez ce nom absolument imprononçable, Yves Cuivin, donc c'est C-A-O-I-M-H-I-N, c'est Cuivin, c'est du gaélique, et j'ai des parents un peu hippies qui voulaient choisir un prénom qui était imprononçable dans mes deux langues d'origine. Et donc je suis francophone et anglophone, et mon prénom est donc Yves, Y-V-E-S, c'est imprononçable chez les Anglais, et Cuivin, c'est imprononçable dans le reste du monde. Et donc voilà, j'ai des origines irlandaises, et il y a une histoire assez peu connue en Belgique sur l'histoire de l'Irlande, c'est que les Anglais ont colonisé l'Irlande vers Milléday. Oui, merci Emma. Donc les Anglais ont colonisé l'Irlande vers Milléday et ils avaient une politique allez, ça on fait plus hein, maintenant heureusement, mais donc ils avaient une politique de dénigrement, voilà, les Irlandais, il y avait une grande question, c'était est-ce que les Irlandais sont des humains ou pas? Il y avait des gens qui disaient oui c'est des humains, et d'autres qui disaient ouais c'est quand même des sauvages. Donc on interdisait aux Irlandais de cultiver, d'être éduqués, de posséder des terres, de chasser, si un Irlandais était pris en train de chasser. Mais c'est fini maintenant, on fait plus, hein, les humains ont appris. Et donc voilà, donc les Irlandais étaient considérés comme des sous-hommes, et ils se développaient pas beaucoup, mais à un moment est arrivée la patate, la pomme de terre. Et la pomme de terre a fait que des gens non éduqués, avec plein de temps sur leurs mains, avaient suffisamment à manger pour pouvoir survivre, et ils ont commencé à faire ce que tout bon catholique fait, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se reproduire. Et vous voyez ici une explosion démographique exponentielle. Et ce que vous savez, c'est que explosion démographique exponentielle dans un monde aux ressources finies, on n'arrête pas d'en parler aux nouvelles, ça mène à la catastrophe. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans les années 1840. Il y a eu ce qu'on appelle, vous avez jamais entendu parler de ça, je suis sûr, il y a eu une énorme famine. Donc imaginez-vous que en fait, mon grand-père est né pendant cette famine, c'est dingue. Oui, c'est super vieux, mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc cette famine a fait quelques millions de morts, et... en France c'est bien, en Belgique je crois pas. Celui qui a dit sélection naturelle, il sort. Et ça fait plusieurs millions de morts et beaucoup de déplacés, ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a énormément d'Irlandais. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés se reproduire aux États-Unis. Vous avez tous vu Titanic, c'est l'histoire de Titanic. Et donc vous voyez, voilà, ça c'est l'histoire de ce qui se passe dans un monde croissance exponentielle, ressources finies, ça s'éclate à la figure. Mais dans le même temps, il me reste 1 minute, si vous regardez la courbe de la population européenne, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle croissance exponentielle et puis stabilisation. Et c'est en fait, l'explication de ça, c'est que le modèle exponentiel n'est pas le bon.
c'est pas celui-là qui nous régit. Celui qui nous régit, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le modèle sigmoïdal, où on a une phase de latence, une phase de croissance exponentielle, et puis une phase de stabilisation, et si tout va bien et si tout est géré intelligemment, on reste tous heureux dans un monde qui se termine bien. Et donc nous avons de la chance. Nous sommes... exactement, Chérine. Donc comme nous sommes dans un monde où les politiciens gèrent très bien, tout va bien se passer. Bah voilà, il est 15h. Sur cette très très bonne nouvelle, je vous quitte. Le reste des notes n'est pas dans la matière. C'est juste des petites histoires. Je vous en parlerai peut-être dans une autre